36 chandelles, le nouveau podcast que je lance avec GMF et qui est dédié à la prévention dans le rugby. 36 chandelles, c'est l'occasion de donner la parole à celles et ceux qui sont, directement ou non, acteurs d'un rugby meilleur. 36 chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, après la victoire nuancée de l'équipe de France, 35-22 contre l'Italie dans la deuxième journée du tournoi à destination, on va se pencher sur celui dont la performance ne peut pas être nuancée par grand-chose, le demi de mêlée des Bleus. Antoine Dupont, un crunch tout entier pour le jeune joueur toulousain, dont d'aucuns se demandent s'il ne serait pas d'ores et déjà le numéro 1 mondial des numéros 9. Se le demanderont aujourd'hui les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Alex Sandbardo, salut Alex. Bonjour. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et Renaud Borel, salut Renaud. Coucou. Coucou Renaud. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors messieurs, vous lui avez mis 9 après son match contre l'Angleterre, 8 après celui contre l'Italie. 2 fois la meilleure note des Bleus pour Antoine Dupont, leur demi de mêlée que vous avez sobrement qualifié de stratosphérique contre les Anglais. Après l'Italie, vous êtes revenu avec plus de retenue puisque vous avez seulement expliqué qu'il avait 2 temps d'avance sur tout. Donc expliquez-moi, messieurs, ce que cette jeune personne a de si extraordinaire. Alex, quelle qualité pour Antoine Dupont? J'ai combien de temps pour répondre à cette question? 1h15, je crois. Roland, à la technique, peut nous dire ça. Je déclenche mon chrono. Quelle qualité il a? Je crois que d'abord, c'est un joueur avec un énorme esprit de compétition, des qualités physiques assez exceptionnelles, malgré un gabarit moyen. Il fait 1m74, 82 ou 83 kilos, 32. Je crois. Et, mais par contre, il a une qualité musculaire apparemment impressionnante, puisque on n'est pas allé le sonder nous-mêmes, voir comment il était musculairement, mais il suffit de le voir courir, il suffit de le voir voir sa puissance, sa manière de résister au plaquage, sa manière de casser les plaquages, d'accélérer, pour comprendre que c'est physiquement un joueur hors norme. Il est presque aussi costaud que Renaud. C'est ouais. Dire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu fais presque le même poids que lui, mais c'est pas réparti pareil, quoi. Ouais, plus dans le haut, moi, du corps. Ouais. Et puis c'est un joueur qui a mûri et qui aujourd'hui arrive à ce qui était un peu sa limite entre guillemets. Il est devenu stratège et il a une bonne maîtrise du jeu et le jeu de l'équipe de France aujourd'hui tourne autour de lui. Vous êtes d'accord avec ces qualificatifs? Oui. Je savais pas que Alex utilisait autant de mots à 4 syllabes, mais en tout cas, on était content de le lire. On se souvient des premières sélections d'Antoine Dupont. Il rentre contre le Pays de Galles. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match. C'est quand il y avait eu 15 minutes d'arrêt de jeu ou quelque chose comme ça. 480 mêlées. Exactement. C'est sa première 48 sélection. Défenseurs en 3 minutes. C'est à peu près ça. Et surtout, pas une faute de goût. Pas une faute, pas un ballon perdu. Il faisait un en avant, il se trompait de côté, il se faisait envoyer en touche ou quoi. Le match était perdu. Donc là, déjà, quand même, on se disait, il a du sang-froid, il comprend ce qu'il fait, c'est pas complètement dingue, mais il se sert beaucoup de ses qualités physiques. Quelques mois plus tard, il affronte les All Blacks dans un match où l'équipe de France n'est pas ridicule, pour une fois, face à la Nouvelle-Zélande, mais lui surnage, vraiment. Pareil, il bat encore des dizaines de défenseurs. Donc là, quand à 4 sélections, vous faites basculer le sort d'un match en votre faveur, et puis que contre les All Blacks, vous êtes dominant et peut-être le joueur le plus brillant de la pelouse devant même des Néo-Zélandais, vous dites que vous tenez une pépite. Et aujourd'hui, que Fabien Galtier, qui a eu un vrai coup de foudre pour lui, qui avait essayé de l'attirer dans ses filets à Toulon, du temps où il était manager, l'installer derrière le pack, il prend la mesure qu'on pouvait sentir dès ses débuts. Alex a insisté sur ses qualités physiques. Moi, il me fait un peu penser à ces... Je sais pas comment s'appelle cette discipline, j'ai oublié, les gymnastes qui font des... Le tumbling. Voilà, le tumbling, sauf que lui, il n'a pas de tapis à ressort, quoi. Et il a cette faculté assez incroyable à échapper aux défenseurs adverses, que ce soit sur les appuis, mais parfois aussi on se débarrasse en deux sur l'impact physique, une qualité de raffut, une qualité de faire jouer derrière le défenseur qui sont assez bluffantes.
J'émettrais moi encore quand même quelques bémols sur le. Tu parlais du côté stratège et c'est sûr, il progresse et il ne va faire que progresser avec le temps. Il a 23 ans. De toute façon, il sera obligé de progresser avec le temps parce que, sauf si ce garçon est un mutant, il y a un moment où ses qualités physiques vont aller décrescendo, forcément. Enfin, c'est la loi de la nature, donc il devra compenser autrement. Mais aujourd'hui, effectivement, on est obligé d'abord d'insister sur la dimension physique. C'est bluffant. Il a vraiment, il est au-dessus du lot à un niveau où déjà, au top niveau mondial. Ce qu'il a fait contre l'Angleterre, l'essai qu'il offre à Olivon, je pense qu'il y a très très peu de joueurs dans le monde qui sont capables de le faire. J'étais surpris hier qu'il se fasse reprendre par un moment. Il part dans le côté gauche, il se fait reprendre par Minozzi, je crois, qui doit aller très vite, qui pédale très vite. C'est une des rares fois où il n'a pas donné l'impression d'aller plus vite que tout le monde. Mais sinon, il a. Et puis. Non, mais ce qui est dingue, c'est d'avoir cette faculté d'accélération quand on sait le terrain que couvre un demi de mêlée sur un match, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui doit suivre le ballon en permanence, être au cul de ses avants ou des points de rencontre pour l'éjecter le plus vite possible. Donc il couvre un terrain, ça peut être jusqu'à 10 km, voire plus sur un match, je pense. Et lui, il arrive là, donc, à des vitesses déjà élevées. Il est encore capable d'accélérer et de battre des défenseurs qui n'ont pas fait la moitié du chemin qu'il a fait. C'est sûr que physiquement, c'est assez impressionnant. Et de garder la lucidité, parce qu'on parle du cas de Olivon la semaine dernière, de ce d'Olivon. Effectivement, il fait une différence, il contourne toute la défense, et derrière, il reste un geste hyper important à faire, c'est de faire la remise intérieure, de voir qu'il y a un soutien, de le faire jouer. Et il a cette capacité-là à non seulement faire des exploits personnels, mais ensuite à trouver des solutions, à des portes de sortie. Il le refait ce week-end, là, quand il part dans le petit côté dans le fermé. 2 fois d'affilée. Il va vers la touche et il fait une passe quasi aveugle pour Willem C avec bras enroulés à gauche derrière. C'est celle-là où il se fait reprendre. Et il refait le même coup quasiment un peu plus tard où il fait une croisée. Il a une autre qualité que lui offre sa qualité physique, c'est qu'il arrive à renverser des situations complexes. Je repense à une mêlée chahutée contre l'Angleterre en fin de match la semaine dernière où derrière la mêlée, il part, alors que le pack est en train de reculer, il part, il bat un défenseur, il s'enroule dans le défenseur, il fait une passe au contact, et de cette mêlée en train de reculer, l'équipe de France parvient à avancer sur 4-5 mètres. Et ça, je crois que c'est Fabien Galtier qui avait parlé d'un 9e avant. C'est vrai qu'il a aussi cette capacité-là à renverser des situations, à prendre le ballon à la place de ses avants, en quelque sorte, pour renverser la pression et ensuite à les faire jouer. Et la fameuse action de l'essai d'Olivon, c'est exactement ça. C'est un ballon compliqué en touche. Enfin, on gagne la touche, mais on est sous pression. Kroos prend un gros tampon. Il donne un ballon sous pression à Dupont. Je veux dire, de ce ballon-là, il ne peut, en théorie, ne rien être, quoi. Enfin, il y a pas un cas au monde où ce ballon devient un ballon d'essai. Et lui, il arrive à le bonifier et en faire un truc incroyable. Après, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il ne surjoue pas sur ses qualités. C'est-à-dire que avec des qualités pareilles, on pourrait tenter 2 fois sur 3 de tenter de le jouer pour sa pomme. Évidemment, s'il le faisait, il deviendrait plus prévisible pour les défenses. Il arrive quand même à identifier très souvent les bons ballons à jouer pour lui et pour sa pomme. Et jamais on se dit quel faisant, il a oublié tel surnombre En ce moment, oui. Je pense qu'à une époque, c'était un peu moins le cas, mais là, il est sur le. Faut dire qu'il tombe. Il n'arrive pas de nulle part. Il fait 2 énormes matchs là, Dupont, mais l'an dernier, il fait une saison aussi fantastique avec Toulouse. Donc, on découvre pas, mais il y a un moment où il triait moins bien, où il misait peut-être un peu plus sur ses qualités physiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que. Rappelez-vous, le dernier match de l'équipe de France du tournoi 2019 à Rome, il est titulaire à la mêlée et il est vraiment pas bon. Il fait un mauvais match dans une équipe en souffrance, dans une équipe en manque de repères. Et la bascule, elle se fait, en tout cas pour l'équipe de France, elle se fait avec l'arrivée de Fabien Galtier dans le staff. Renaud le disait, Galtier adore Antoine Dupont et je pense que Galtier a créé un cadre offensif pour Dupont qui permet je sais, c'était ton futur thème, qui permet à Dupont de s'exprimer pleinement et d'avoir ce tri possible, en fait, entre jouer les ballons pour lui et faire jouer autour de lui. Je vais revenir au premier thème, du coup, Christelle, on reviendra sur Galtier après. On est un peu moins bien organisé que l'équipe de France, j'ai l'impression. C'est n'importe quoi. On suit pas toujours le plan de jeu, quoi. Ouais. Bardot, il fait le 4e temps de jeu avant le 3e. J'ai 2 temps d'avance. Comme Dupont. Voilà.
Non, juste, on a demandé à notre partenaire statistique Opta de nous donner quelques. Le retour de Monsieur Opta. Ben ouais. T'as un jingle ou pas? Quelques stats, non. Il faudrait qu'on en crée. Non, mais c'est bluffant parce que sur ces 2 premiers matchs, il est quasiment le meilleur Français dans beaucoup de catégories statistiques. Il saute pas encore en touche, ça viendra peut-être un jour, mais sinon sur le reste, c'est le joueur de l'équipe de France qui parcourt le plus de terrain. C'est rare pour un demi de mêlée. Il y a peu de demi de mêlée dans les 25 premiers, même parmi les autres Plutôt nations. des arrières. Plutôt des arrières, des ailiers. C'est un des joueurs qui court le plus. Par contre, le terrain avec le ballon. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, Oui. avec le ballon en main. Ballon en main. C'est le joueur du tournoi, toute nationalité confondue, qui bat le plus de défenseurs, etc. etc. Les passes après contact, on en a parlé aussi. Il est chiant, quoi. Donc, ouais. Si tu Comme devais les faire chiffres, une en fait. sorte de... Si tu devais, je pense, élire le joueur des 2 premières journées du tournoi, toute nationalité confondue, ce serait difficile de pas le mettre dedans. Quand bien même Grégory Aldrit a reçu 2 fois le trophée de meilleur joueur du match. Mais Oui. bon, ça, c'est autre chose. Ah, ils sont nuls, ces supporters. C'est ça qu'il dit. Non, je sais pas qui vote pour ça. C'est les supporters ou les journalistes? J'en sais rien. Aucune idée. Je sais pas. On m'a rien demandé. Bon, Aldrit Donc, a été excellent aussi, soit dit en passant. Ce ne sont mais- pas des gens qui comptent, si on ne t'a pas demandé. Merci, Christelle. Ce que disait Alex, vous en pensez quoi? Est-ce que Fabien Galtier aurait créé son équipe autour de Dupont, puisque vous disiez qu'il avait une sorte de coup de foudre? Est-ce que c'est En tout cas, dans son idée, déjà quand il a renforcé le staff de Jacques Brunel pour partir à la Coupe du Monde, Antoine Dupont était très clairement le demi-mêlée numéro 1 dans la hiérarchie, ce qui n'était pas forcément évident à la sortie du tournoi, comme le disait Alex. Donc il l'a installé. Depuis qu'il a pris les rênes, c'est une évidence. On se souvient des chroniques qu'il faisait chez nous, Fabien Galtier, justement, où il était dithyrambique pour Dupont, où il disait qu'il changeait la phase des matchs. Je crois qu'il parlait d'un match en Écosse l'an dernier, où c'est Non, vraiment lui qui... Non, c'est c'est un match en Écosse. Non, Si. le moment bascule. Non, c'est avant le match en Écosse. Je me souviens, c'est moi qui l'ai faite celle-là, Renaud Bourrel. Je me permets de te corriger. Je pense qu'il y a un moment Avec son bascule. petit ton professoral. Là, Il y a un moment bascule, c'est sa rentrée en Angleterre, dans le fameux 44, 8 là, qui est un naufrage absolu. Et lui, il rentre à 20 minutes de la fin, et en 20 minutes, il fait 5 franchissements de mémoire. Enfin, bon, les stats, elles valent ce qu'elles valent, mais en gros, on voit que lui sur le terrain pendant les 20 dernières minutes. Et après, effectivement, il enquille comme titulaire contre l'Écosse, il finit la fin de tournoi, et c'est à ce moment-là qu'on fait la chronique. Ce que disait Fabien Galtier dans cette chronique est intéressant, c'est que c'est un joueur, il faut surtout pas le brider, en fait. Ouais. Faut surtout pas l'enfermer dans un carcan ou le farcir avec un jeu stéréotypé. Il faut lui laisser une forme de liberté. Ce qui laisse à penser que finalement il se discipline lui-même, qu'il progresse en fonction des matchs. Effectivement, il a compris que les différences qu'il fait en top 14, voire même en Coupe d'Europe, au niveau international, c'était beaucoup plus difficile de les faire. Du coup, il croque peut-être moins de ballons qu'à ses tout débuts, mais il est très mieux et c'est plutôt un succès. Ce qui était intéressant, je me souviens que j'avais essayé de faire dire à Fabien Galtier ce qu'il voulait pas dire, c'était que parfois Dupont en faisait un peu trop et qu'il s'isolait de ses soutiens, etc., etc. Et en fait, il m'avait renvoyé à mes chères études en me disant tu ne comprends rien. C'est aux autres de s'adapter à lui. Il faut Pas comme ça, Fabien. Il faut, comme disait Renaud, lui laisser carte blanche. Et donc du coup, maintenant qu'il est sélectionneur, je ne sais pas s'il a bâti une équipe autour de lui, mais on comprend bien quand même la philosophie et ce qu'il doit lui dire, c'est voilà, joue ton jeu et les autres vont s'adapter à toi. Et en revanche, ce qui est important de noter, c'est qu'il a bâti une équipe autour avec des profils comme Dupont de puncher, de mecs qui peuvent se projeter très très vite vers l'avant pour aller au soutien. Je pense à Ntamak, je pense à Vakatawa et Fico au centre, les ailiers n'en parlons pas, Olivon en troisième ligne, qui est capable justement de sentir le coup contre l'Angleterre et de se porter au soutien. Bref, il y a des profils de joueurs, je ne sais pas si c'est fait pour jouer autour de Dupont, mais en tout cas, il y a des profils de joueurs qui correspondent et qui peuvent s'adapter aux qualités Mais de ce qui est Dupont. intéressant aussi avec Dupont, c'est que lui-même un joueur de rupture, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très facilement, par ses qualités d'explosivité, se porter au soutien Aussi. d'un franchisseur. Ouais. C'est quelqu'un qu'on Ce qu'on a vu verra ce week-end d'ailleurs sur Villemc à un moment. Exactement, mais c'est quelqu'un qu'on verra finir des coups. On le voit au Stade Toulousain quasiment tous les week-ends, mais qu'on verra finir des coups derrière un franchissement de Vakatawa ou d'un troisième ligne, derrière un Aldrit qui arrivera à franchir ou à passer les bras ou des choses comme ça, ou un Olivon. C'est quelqu'un qui a aussi ce sens du jeu, du jeu là, quoi. Il y a un truc qui est intéressant à observer là. On disait est-ce que Galtier a organisé l'équipe de France autour de Dupont?
il y a des petits signaux quand même qui font penser que c'est un peu le cas, au moins sur certaines situations. C'est notamment des situations où il y a une pénétration au centre du terrain et en fait, il y a aussi bien des joueurs qui viennent à l'extérieur après le ruck, des joueurs français qui viennent se proposer, que des joueurs qui viennent à l'intérieur, des avants notamment. Et Dupont, lui, on sent qu'il a carte blanche pour choisir son côté, mais notamment pour revenir à l'intérieur dès le premier ruck, comme ça, vite repartir, porter le ballon un peu. Il peut porter le ballon, d'ailleurs, il le fait sur cette situation-là. Et en fait, il sait qu'il peut porter le ballon ou le donner, mais il sait parce qu'il y a du monde qui vient, en fait. Et ces joueurs-là, soit lui ouvrent des espaces par leur simple présence, du coup, mobiliser des défenseurs, et ça permet à Dupont d'avancer un peu, soit il peut lui-même les faire jouer parce que sa présence de Dupont ouvre des espaces pour ces joueurs-là. Et je pense que, faudrait poser la question, mais peut-être que ce type d'organisation est mis en place spécifiquement par rapport aux qualités d'Antoine Dupont. Une autre stat qui est intéressante, c'est que l'équipe de France est l'équipe qui fait le moins de passes dans le tournoi destination depuis le début. Elle en fait moitié moins que les Italiens, elle en fait 20 de moins que les équipes qui sont à moins de 100 passes, 98, et les Anglais, je crois, c'est 120 ou quelque chose comme ça. Et on voit beaucoup de jeux à une passe ou deux passes, et ce jeu à une passe, deux passes, il se fait beaucoup autour d'Antoine Dupont qui porte, fait jouer, lui-même défie, et ça, c'est ce qui crée l'avancée avec des joueurs qui viennent, des avants qui viennent lancer autour de lui. Bon, c'est efficace, mais ça me fait penser que quand même, le staff d'équipe de France se dit on a une arme importante. C'est une bombe atomique. Utilisons-la. Puis il n'y a pas de situation où il est en échec, de toute façon. Pour l'instant, j'ai pas vu de situation où il a vraiment été mis en échec. Ça viendra peut-être parce qu'il sera pisté. Puis là, pour le moment, il a un pack qui est pas trop mal, qui est pas hyper serein sur sa conquête, mais après dans le jeu un peu plus courant, il a été en difficulté face aux Anglais, notamment en deuxième mi-temps. On a vu Itoje lui poser des soucis quand la zone de ruck était pas toujours très propre ou qui prenait un petit peu trop de temps. Bon, c'est les conditions du match, c'est pas qu'il faisait un mauvais match, mais il peut aussi être en difficulté. Devant un pack qui serait beaucoup plus... J'imagine les Sud-Africains de la Coupe du Monde face à cette équipe de France, sans doute qu'il aurait plus de difficultés à jouer ou à prendre des initiatives. Je comprends l'idée que tout soit un peu tourne autour de lui, mais il y a aussi des armes en équipe de France, et on a fait des papiers notamment dans la ligne de 3/4 qui plaident quand même pour tenter un peu d'aller toucher plus vite les couloirs. Alors moins contre les Italiens parce que Penaud n'était pas là, mais quand vous avez Eva Katawa non plus, mais quand vous avez ces joueurs-là derrière vous, j'imagine que vous quand même pensez à des choses pour exploiter leur qualité. Ce qui est génial dans la situation actuelle de l'équipe de France, et j'en reviens encore à ce que disait Galtier sur lui, quand Galtier entraînait Toulon et qu'il devait jouer face à Toulouse, il disait voilà, c'est très compliqué parce que lui, tu es obligé de dire à tes deux premiers défenseurs au bord des rucks de rester en vigilance rouge écarlate sur ce joueur-là. Forcément, fatalement, ça crée des espaces ailleurs, ou en tout cas un temps de retard pour la défense à un autre endroit du terrain si lui décide finalement de lâcher le ballon, de distribuer. Donc voilà, c'est là-dessus que Dupont va devoir, avec le temps, même s'il le fait déjà très bien gérer l'alternance des choses. Après, on voit qu'effectivement, il est quand même... il est altruiste, il est extrêmement altruiste pour Olivon, tu l'as dit. Là, ce week-end, il balance une passe de 20 mètres pour Aldrit. Elle est magnifique et elle est instantanée, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout de suite bien lu la situation. Donc, il a ces armes-là. Après, si on doit parler encore peut-être de certaines marges de progression, même si, encore une fois, je pense qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps, c'est son jeu au pied. Je sais qu'à la sortie du tournoi 2019, le staff de l'équipe de France regrettait que son jeu au pied laisse moins de temps à ses partenaires pour monter que celui de Serein, par exemple, qui touchait qui tapait plus haut, plus long, et ça c'était un petit bémol dans le jeu de Dupont. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il a pas mal progressé là-dessus. Sur ça et sur la longueur. Si on se souvient de la Coupe du Monde, et là encore, on en a vu plusieurs exemples depuis le début du tournoi. Sur les sorties de camp, c'est lui qui les prend et il aide vraiment l'équipe de France à sortir du camp, quoi. Il y a des coups de pied de 30, 40, 50 mètres, hyper profonds, hyper lourds. Il y en a un ce week-end en deuxième mi-temps contre l'Italie. À un moment, on n'est pas bien. Le ruck, il est quasiment au milieu du terrain. Il trouve la touche entre les 40 et les 50. Voilà, je pense que là, on revient aussi à sa qualité musculaire, quand on a autant de
de dynamite dans les jambes, adapté à une bonne technique, à une bonne protection, à des choix clairs. Tout ça débouche sur du jeu au pied très long. On peut le comparer à un demi-mêlée d'antan, enfin de ces Les dernières anciens, ils années. disent même. Jérôme Gallion. Mais on n'est pas assez anciens, nous. Mais Après, apparemment, c'était c'était... Après, il y a la comparaison. Très calme sur ce genre de comparaison. Après, il y a la comparaison. C'est Bru qui te le disait la semaine dernière, Renaud. C'est Byron Keller. C'est vrai que c'est un peu plus contemporain. Ouais. C'est vrai que c'est celui dans le registre de 9e avant qu'évoquait Alex, auquel tu. Ouais. Mais encore, je pense je le crois plus dans la stratégie qu'un Byron Keller. Bien sûr. Enfin, je pense qu'il est bien meilleur que Byron Keller. Ce qu'on m'a souvent, l'anecdote qu'on m'avait racontée, c'était la rencontre entre Dupont, qu'on a écrit, la rencontre entre Dupont et Galtier, qui s'est transformé en une discussion sur la stratégie où l'un répondait à l'autre, il se faisait des croquis, il se faisait des schémas. C'est vrai que c'est un joueur instinctif, spectaculaire, explosif, donc naturellement on a tendance à se dire qu'il joue au tempérament, à l'envie, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui est très intéressé à la stratégie. Et je crois que le caractère de Dupont est beaucoup plus à Galtier aussi. Il avait aimé chez lui le fait qu'il était pleinement conscient de ses propres qualités et que voilà, il avait une vision aussi de sa carrière, une ambition et ça avait bien plu. Il y a des trucs frappants, c'est que quand il y a des gros plans sur lui, même après une action réussie, genre la passe sur Aldrit de ce week-end, c'est le masque qu'il a. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de satisfaction, pas d'euphorie. C'est en ça on reconnaît un côté compétiteur aussi en lui. Il arrive à garder son calme, il est dans le plaisir du jeu, mais il est dans l'idée de gagner, quoi, d'être dans la réussite, de ne pas se tromper, de faire quelque chose de dense, quoi. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il a peu de temps faible depuis son retour de blessure au genou, là. À chaque fois qu'il joue avec Toulouse, il est bon. Moi, avec l'équipe de France, ça a été un peu compliqué pendant le dernier tournoi, mais le contexte était compliqué. Et il a fait une bonne Coupe du Monde. Même quand il a eu une coupure de 2-3 mois, il revient. C'est comme si il y avait pas eu de coupure, pas eu de temps faible dans sa saison. Il revient tout de suite en forme. On sait pas où ce gamin va s'arrêter. Humainement, un peu, je sais pas comment le qualifier. Renaud, toi, t'as fait un papier, un portrait de lui. C'est pas là, on a l'impression que c'est complètement Lady Gaga, là, comme ça, tout de suite. Lady Gaga. Non, il est plutôt. Il fait partie de ces joueurs un peu timides face à la presse, mais qui se soignent. Je trouve qu'il est de mieux en mieux. Ses partenaires ont plutôt tendance à le décrire comme un chambreur râleur, voilà, ce qui dégage absolument pas quand il est face aux médias, mais pour qui c'est des étrangers, hein, c'est pas l'intimité les médias. Hein, donc on a souvent une vision qui est biaisée des joueurs si on fait pas la démarche de les connaître à travers. Donc non, c'est plutôt un mariole un peu chambreur. Hyper compétiteur. Je me souviens d'une rencontre avec lui où beaucoup de ses vannes tournaient autour des raclés qu'il mettait au ping-pong à un tel ou à un tel, mais voilà, des choses comme ça. Donc quelqu'un de plutôt timide quand il connaît pas, mais de plutôt marrant dans la vie de groupe, quoi. Parce qu'il y a un petit moment. Et un vrai accro du rugby par contre. Oui. Vraiment. Qui consomme des matchs, qui s'intéresse, je me répète, à la stratégie, des choses comme ça, quoi. Il est pas là par hasard, en fait. Oui, ce que tu disais dans ce papier, que sa référence, c'était Fourou, quand même, pour un gamin il avait 21 ans quand tu l'avais vu. C'était assez marrant, parce qu'il vient des mêmes terres que Jacques Fourou, donc il a cette référence-là. En fait, il aimerait devenir un peu ce demi de mêlée hableur, voilà, qui encourage ses avants, qui sont très soudés autour de lui. Mais il avait ce recul de dire, mais à 5 sélections ou à 3 sélections, ou quand ça fait 6 mois que tu es dans un club, c'est pas possible. Il faut du temps, il faut connaître les gens, il faut avoir une légitimité. Donc il se laissait le temps pour que ça vienne. Je sais pas si vraiment c'est dans son tempérament d'être cette espèce de mec volcanique qui était Fourou. Je sais même pas si ça existerait encore. Mais qui, là aujourd'hui, il a 21 sélections, 22. Il prend déjà beaucoup de place, la preuve, un podcast entier sur lui, mais et des doubles pages. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en équipe de France, il est important.
Ça pourrait être je sais pas, la star que le rugby français se cherche depuis très longtemps. Il lui manque quand même, même si comme le dit Renaud, il se soigne, je sais pas, il manque quelque chose, quoi. La barbe. Non, je sais pas. Ça dépend ce qu'on appelle une star. Aussi. Après peut-être que. Si on attend un joueur qui dépasse les frontières du rugby, qui devient un phénomène médiatique, commercial, etc., type Chabal, par exemple, à une époque, ça a été ça, ou Michalak un peu. Michalak. Je sais pas ça. Par contre, une star du rugby, du monde du rugby français, ça, moi, j'y crois. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas. À l'applaudimètre au Stade de France. C'est une évidence. Il y a eu des Dupont la semaine dernière. Oui, quand son nom est cité à la compo des équipes, quand il est sorti en toute fin de match, là, il y a eu une belle ovation. Son plaquage sur Heinz la semaine dernière qui a déclenché des clameurs et des Dupont. C'est vrai, son nom a été scandé, c'est pas... Surtout ces 10 dernières années. Après, il va falloir que lui en ait envie aussi. Enfin, il faut investir le monde, il faut investir les médias, il faut sortir effectivement du cadre du rugby, il faut potentiellement faire des publicités. Est-ce qu'on va venir le solliciter pour ça? Je sais pas. Le milieu rechigne à faire des stars, quoi, parce que la nature de ce sport se revendique comme étant éminemment collectif. Peut-être que même lui s'empêchera de franchir, les barrières de cette notoriété circonscrite au petit milieu pour pas être taxé de l'individualisme et de melonite. Ouais. Même si ça devient pas nature de faire ça. Même si ça devient pas une star des pubs, par exemple. Franchement, c'est pas très grave. C'est vrai que le rugby a besoin de mecs pour s'identifier comme ça, mais lui, en fait, il a un avantage, c'est que il par son jeu. C'est un mec c'est un mec à highlights de NBA. C'est-à-dire qu'il a dans son jeu dans un match tout un tas de petites actions, de moments où il crée des différences qui sont fascinantes, mais qui peuvent aussi créer des petites vidéos, des choses qui peuvent attirer les gamins, leur donner envie de jouer au rugby, leur donner envie de ressembler à Antoine Dupont. Et ça en fait, c'est important. Ça me semble l'essentiel, quoi. Là, je pense que si on pioche dans ces 2 derniers matchs, il y a au moins 10 actions où on peut s'arrêter, regarder et commenter. Il y en a une contre l'Angleterre la semaine dernière où dans une cabine téléphonique il élimine 3 Anglais. Ça passe quasiment inaperçu même dans le commentaire du match parce que c'est une demi-seconde, mais si on s'arrête dessus, si on met tous les angles. Et dans le lot, il y a Ben Youngs quand même qui est le demi-millier à 90 sélections des Anglais, finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui est un monstre. Et en plus, tout le monde se souvient du plaquage de Carbonneau contre les Anglais le long de la ligne, là, cette cathédrale qui est formellement interdite de nos jours. Hein, mais quel dommage, c'était bon. mais qui est quand même... je me souviens plus sur qui c'est en plus, quelle honte. Mais enfin, ce plaquage est extraordinaire. À chaque France-Angleterre, il revient. Mais toute proportion gardée dans la dimension du geste. Ce que fait Antoine Dupont, c'est un highlight, comme dit sur Heinz, c'est un geste totalement décisif. C'est un plaquage magnifique, il fait gicler le ballon, qui est hyper puissant. Il est gainé, il a le dos en arrière, il part droit. Enfin, c'est quelque chose qui est de nature, oui, à se retrouver dans un spot de pub. Mais effectivement, ce sera difficile de forcer sa nature. Ce matin, c'est sorti comme ça en préparant l'émission. Est-ce qu'il est le meilleur demi-mêlée du monde, d'ores et déjà, à 23 ans? En tout cas, il est meilleur que celui des champions du monde, et ça, j'ai aucun problème à le dire. Oui, mais c'est un bon point que tu soulignes. Oui, mais lui, il n'est pas champion du monde. Or, c'est difficile quand même de désolidariser totalement les performances individuelles du palmarès. Et à un moment donné, s'il veut ou si on doit le classer parmi faire de lui le meilleur demi-mêlée du monde, je pense que faudra que ça s'accompagne d'excellentes performances de l'équipe de France, quoi. Mais après, si tu fais un peu de fiction, tu te dis, tu mets Antoine Dupont à la place de Faf de Clercq derrière le pack des Springboks. Je pense, franchement, c'est un avis personnel, je pense qu'il fait mieux que Faf de Clercq. Après, de Clercq, il a une énergie incroyable. On va pas défendre de Clercq ici. Non, mais je dis pas que ça. On l'a quand même élu 9 de l'année. Bah ouais, parce qu'il apporte une énergie folle. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même des références. Il y a Aaron Smith qui est un peu un mix de tout, quoi. Techniquement, c'est brillant. Il arrive aussi à faire des différences individuelles dans un style différent, mais en termes de neuf de rupture. Voilà. Avec des courses incroyables pour se porter à des soutiens. Un excellent jeu au pied. Aujourd'hui,
C'est le je plus pense que complet, c'est quoi. la référence aujourd'hui. Dupont est différent. Est-ce que c'est le meilleur? C'est des questions toujours compliquées, mais je pense qu'il est dans le top Mais 3. ce Je qui est- dirais aujourd'hui, là, sur ce Non, qu'il mais produit depuis... l'an dernier, sur la Coupe depuis la d'Europe, Coupe du Monde. il a été élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe. Enfin, en tout cas, il était dans le top 3 des. Je me rappelle plus. Dupont Oui. Oui, parce qu'ils font les. Oui. Enfin, il était dans les nominés, ouais. Ouais, il était dans les nominés des meilleurs joueurs européens, donc à 22 ans. C'est quand même un signe que au niveau international, il fait mieux qu'exister. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il a un profil unique. Il y a personne qui fait du Dupont au niveau international. Donc ça le rend forcément spécial, ça le rend forcément différent des autres. Et presque dans une catégorie à part. C'est pour ça qu'il est difficile de le comparer aux autres. Mais bon, il a tout en tout cas pour être l'un des 2-3 meilleurs demi-mêlés au monde s'il ne l'est pas déjà. Bien, on pourra voir ça dans les semaines à venir. Merci messieurs, on va saluer Faf de Clerc et on va clôturer cette émission. Ne nous fâchons pas avec ses amis avant sud-africains par contre. Non. Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, Il a des plus beaux slips que Antoine Dupont d'ailleurs, Faf de Clerc. T'as vu ce dont Tu connais les slips? Dis n'importe quoi. Non, moi je me contente de la technique. Donc, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Clément Dossin et Renaud Brel. À la technique et à l'édition, Roland Richard. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.